Et donc, comme Cédric vous l'a expliqué, donc il y aura deux conférences. Donc, une première aujourd'hui qui va porter vraiment sur des intérêts donc, historiques, des problématiques liées, on va dire, à une contextualisation de Ramelzi, de l'exposition et comment aujourd'hui on vient retracer en fait l'historicisation du graffiti et plus particulièrement du graffiti writing new-yorkais sur lequel je vais revenir. Et la deuxième conférence, qui se tiendra donc en février, ce sera une conférence qui va davantage se projeter sur le contexte contemporain et notamment la question de la curation du commissariat d'exposition et comment aujourd'hui, donc en 2026, ou en tout cas depuis les années 2020, on décide de montrer le graffiti dans des lieux socialement perçus comme étant des institutions donc dédiées à l'art contemporain, dédiées à la monstration artistique, chose qui fait débat dans le sens qu'il y a tous les avis par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans quelque chose de légitime, d'authentique quant à la pratique du graffiti ou pas? Et est-ce que parler d'historisation aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une forme de fin de cycle et qu'on en entame un nouveau? Donc ça, ce sera une conférence à dimension, on va dire, plus expérimentale qui sera donc l'objet de la seconde conférence. Et puis pour aujourd'hui, on va être dans quelque chose dans le guillemets un peu plus classique, du fait qu'on va y aller étape par étape, de manière chronologique, des années 70 jusqu'aux années 90 avec un gros focus, donc comme vous pouvez le lire sur la diapo de titre, sur les années 80. Et donc en préambule, donc moi je suis lausannois, donc en Suisse romande. Et Lausanne, comme vous ne le savez sûrement, peut-être pas, ou peut-être que vous le savez, a comme beaucoup de villes périphériques, que ce soit en Italie, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, dans l'Europe, dans le reste du monde, sa propre histoire du graffiti, avec ses propres acteurs, ses propres actrices, avec un foyer très spécifique qui est la ville de Renan, où j'ai grandi et où j'avais commencé à faire moi-même du graffiti en étant adolescent. Et c'est ça qui m'a permis en fait aujourd'hui finalement de parler devant vous, du fait qu'à partir de mes études à l'université, je me suis intéressé donc à l'étude du graffiti en tant que tel. Donc je suis d'une certaine manière passé voilà, du mur à derrière le bureau. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite introduction. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y reviendrai donc à la fin de la présentation. Donc, pour commencer en termes de contexte, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie quand même pas mal, c'est donc les deux premières images que je vous montre. Donc, c'est une carte géographique donc de Manhattan avec un point particulier qui est la Sedgwick Avenue, qui se situe donc dans le nord du Bronx, donc dans le Upper Manhattan. Et cette rue a été définie comme étant la rue de naissance du mouvement hip-hop, du fait que c'est là qu'il y a eu un acteur, DJ et artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Afrika Bambaataa, qui, à l'aube des années 70, a décidé de mettre en perspective différentes pensées positives à travers notamment les arts et les arts visuels et la musique, pour pouvoir en fait s'émanciper de la condition de la banlieue, des ghettos new-yorkais et surtout voilà, de ces frictions entre centre et périphérie qui sont souvent laissées à l'abandon pour des questions relatives à des questions de classe, mais aussi à du racisme systémique qui était très présent encore aux États-Unis donc à ce moment-là, qui est bien sûr, comme vous le savez, malheureusement toujours présent aujourd'hui. Mais donc, ces questions-là font qu'on a vraiment une ville de Manhattan qui est finalement scindée quasiment en trois parties, donc avec le centre, donc avec Central Park, le sud de Manhattan, où il y a eu donc les expérimentations artistiques d'une autre scène, dont par exemple fait partie Andy Warhol avec la Factory, donc une zone qui s'est très vite gentrifiée, et une zone nord qui était donc laissée à l'abandon par la société donc capitaliste et patriarcale, qui est donc été l'endroit de naissance du hip-hop pour en fait des jeunes qui en fait se sentant juste pas écoutés et laissés pour compte par les autorités donc de la ville, pour éviter justement que ces personnes-là vaquent à des occupations à dimension tant illégale que, on va dire, pas très qui sont pas très intéressantes pour elle, en tout cas dans une optique vraiment de démonstration de sa propre personne. Différentes personnes, des associations de quartier, dont Afrika Bambaataa, ont donc proposé cette nouvelle
pensée qui est donc le hip-hop avec donc le slogan Peace, Love, Unity and Having Fun, qui rassemble donc différentes choses qui sont donc le graffiti, donc l'expression visuelle, le rap, l'expression donc musicale, le DJing, donc le fait de se réapproprier des codes de la musique mainstream et donc j'ai dit quoi? Le DJing, le rap, le graffiti et le breakdance, of course. Donc la danse. Et dans ce cadre-là, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est donc vraiment très en périphérie et la manière qui a été utilisée donc par ces personnes-là, par ces communautés, donc principalement, même si pas exclusivement, mais principalement donc noires, américaines, afrodescendantes et latina-américaines, ça a été donc le graffiti est utilisé finalement le seul moyen qui permettait d'accéder facilement au centre, à savoir donc le mobilier roulant et expérimenter un réel nouveau support qui a été donc le métro. Et donc le métro, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, on a l'exemple là d'un roll car. Donc un roll car, c'est le fait de peindre du bas en haut, donc l'entièreté complète du wagon, qui a permis de faire voyager finalement, au-delà donc des personnes, de faire voyager donc le graffiti, la part donc visuelle de cette pratique-là, de la périphérie au centre, du fait que le mouvement hip-hop et le graffiti est avant tout vraiment un mouvement de visibilisation des corps, de visibilisation aussi des pensées et d'être vraiment dans un acte en fait aussi de positivité et de pouvoir, dans un cadre où là on ne parle pas de gentrification mais plutôt de laisser une ville en train de se détruire finalement sur elle-même, aussi dans ce cadre-là mettre des couleurs sur des murs soit délabrés ou soit des quartiers qui sont qui peuvent sembler justement peu accueillants, et justement le fait de peindre permet non seulement d'ouvrir des possibilités, mais aussi d'ouvrir tout un pan d'iconographie donc liée principalement à la culture populaire, chose sur laquelle je vais revenir. Donc le graffiti, là je vous ai mis quelques exemples pour vous décrire un petit peu ce qu'on entend par graffiti writing donc à New York dans les années 70. Donc ces années-là où ça s'est vraiment mis en place, donc où la grammaire finalement du graffiti s'est établie. À savoir que donc ça a commencé à la fin des années 60, donc selon les différentes personnes qui ont été soit acteurs, actrices de ce mouvement-là, ou des personnes qui en ont raconté l'histoire. Ça aurait commencé entre New York et Philadelphie à la toute fin des années 60, avec la première image en haut à gauche, à savoir avec du tag. Donc là, c'est juste la signature, un nom sur un mur. Ensuite, assez rapidement, pour pouvoir se démarquer des autres et être davantage visible sur les murs de la ville et aussi sur les moyens de transport, dont le fameux métro, il y a eu la volonté assez rapidement donc d'ajouter du volume, donc comme on peut le voir sur l'image de droite, avec une pièce de Super Cool 223. Et ensuite, de là, c'est entamé vraiment une complexification de la lettre. Donc comme on peut voir en bas à gauche avec le Tracy 168, et ensuite Phase 2 en bas à droite. Ce qui est aussi intéressant de mettre en perspective dans ce sens-là, puis là, dans le cadre de cette conférence, je vais revenir sur différentes problématiques à dimension donc politique, décoloniale et aussi donc féministe, qui seront davantage mises en perspective donc, dans le cadre de la deuxième conférence. Mais ce que je voulais mettre en exergue aussi avec ces images-là, c'est que vous voyez au-delà d'une lecture donc vraiment stylistique des lettres, vous voyez aussi qu'il y a une complexification, et cette complexification, elle vient aussi avec le temps qui passe, et le temps qui passe, ça veut dire aussi de plus en plus de répression en lien avec la pratique du graffiti, du fait qu'à partir du moment, et ça on va le voir sur la slide d'après, où ça a été directement identifié par les autorités de la ville de Manhattan, il y a donc, comme vous le savez, une pratique illégale qui a démarré, des très grandes amendes, répressions, voire des personnes qui ont été mises en prison. Et dans ce sens-là, le fait de complexifier la lettre, c'est aussi de déjouer en fait finalement le langage de l'ennemi, à savoir le langage donc de la police, pour justement n'être pas facilement lisible et venir créer une pratique qui s'adapte aussi au contexte politique et au contexte de la ville. Donc. Et dans ce sens-là, et pour reprendre aussi, donc là, de manière aussi davantage stylistique, mais pour reprendre une citation d'un artiste parisien qui s'appelle Jay Ramier, enfin John Wan à l'origine,
Au niveau du wild style, donc ce qu'on voit dans la dernière slide, donc en bas à droite, c'est plutôt la lettre qui est importante, c'est plus tellement le mot en tant que tel, mais c'est plutôt donc le flow, donc l'énergie et comment les couleurs dansent sur les murs. Et c'est vraiment en fait cette notion-là qui va mettre vraiment les lettres de noblesse du graffiti writing new-yorkais, qui, comme différents artistes l'expliquent, et d'ailleurs Ramelzi en parle lui-même, le graffiti writing, en fait, n'est pas, enfin, se définit comme étant du writing, du fait que juste du graffiti, ce serait ce qu'on ferait sur les cahiers de classe. Donc vraiment plus sa dimension gribouillage, etc. Tandis que faire du writing, ça lui pose un statut. Et le writing, c'est lié au métro, c'est lié à une prise de risque et c'est lié aussi, bah voilà, à une dextérité et à un statut. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que quand on parle de ce graffiti-là, en tout cas à New York, le graffiti à dimension writing est chaque fois cité. Pour mettre en contexte donc, les années 80, l'idée c'était de vous présenter d'abord plusieurs articles de presse où on peut vraiment contextualiser l'image que cette pratique avait donc, sur la population, donc sur vraiment le grand public. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, à la fin des années 60, donc, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, on arrive avec le début, donc avec le tag, avec la signature, des choses assez simples, mais qui permettent justement voilà, de mettre en perspective une présence. Et à partir du début des années 70, il y a un nom qui ressort, qui est le nom de Taki 183. Et Taki 183, c'est le premier qui est sorti finalement de son quartier, du fait que bah voilà, tout, finalement, entre centre et périphérie, tout est fait pour que les personnes qui sont en périphérie viennent le moins possible au centre, ou en tout cas ne peuvent le moins possible profiter des activités au centre. Les prix sont plus élevés, les métros sont moins présents, les derniers métros sont très tôt, les premiers métros sont trop tôt pour justement pouvoir vraiment avoir un réel lien avec la vie diurne. Donc dans ce sens-là, Taki, lui, avait un métier particulier, à savoir il avait un métier de messager, donc on pourrait lier à un métier de facteur, mais un petit peu particulier du fait qu'il devait sortir de son quartier pour visiter donc tous les arrondissements de Manhattan. Et il a pris donc l'habitude, selon les différents endroits qu'il devait aller visiter, de mettre à chaque fois son nom. Et ce nom donc, a assez rapidement été perçu du fait qu'à partir du moment où on écrit quelque chose sur un mur, bah, c'est lu par la population. Mais à partir du moment où on écrit quelque chose sur un mur qui n'est pas directement compréhensible par la population, bah, ça tique un peu plus. Et dans ce sens-là, bah, Taki 183, a priori, bah, ça ne veut rien dire de spécial pour quelqu'un qui passe comme ça donc, devant le mur pour lire ce symbole-là. Et donc, ces Taki 183 se sont multipliés à une très grande vitesse et ont aussi lancé toute une nouvelle scène, finalement, de tagueuses et de tagueurs qui ont commencé donc à écrire leur nom suivi d'un numéro, que ce soit dans leur quartier ou de plus en plus proche du centre de Manhattan. Et dans ce sens-là, il y a eu assez rapidement une réaction assez violente du fait que les relations, donc, comme je disais, entre périphérie et centre sont assez rares, mais par contre, quand elles elles sont souvent liées à de la répression, à de la violence, et puis à mettre aussi un frein et une distance. Parce que finalement, tout le monde sait que la banlieue existe, mais quand la banlieue arrive, on n'a pas envie de la voir. Donc dans ce sens-là, les autorités donc, de Manhattan ont mandaté donc, un journaliste qui devait faire une enquête sur finalement qui est Taki 183, chose qu'il a assez rapidement pu trouver en suivant du coup cette personne et en comprenant, en fait, en déchiffrant le code. Donc le code, c'était Taki, le surnom de ce jeune qui s'appelle Démétrius, qui est donc un nom grec, et Taki, c'était le surnom qu'on lui donnait, et 183, c'était le numéro de la rue où il habitait. Et en fait, ils ont pu, grâce à ça, retrouver toutes les autres personnes, ce qui a amené donc aux premières amendes, aux premières arrestations, et au premier, finalement, vraiment premier lien entre la pratique, entre la culture hip-hop par le biais du graffiti avec donc le grand public. Et ce qui est vraiment mis en perspective dans cet article, c'est pas tellement le fait que il y ait une nouvelle forme artistique ou en tout cas quelque chose qui vient mettre en perspective une activité donc liée à des jeunes qui veulent s'émanciper de leur situation et puis créer quelque chose, être dans une communication, mais plutôt de mettre en perspective directement, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars de nettoyer tout ça. Donc directement, il y a une notion qui est très claire, c'est la suppression et le fait de pouvoir gérer en fait cette invasion, parce que ce qui est décrit tant par le journaliste que par les premiers textes sur le graffiti, c'est que c'est une forme de menace fantôme où en fait on ne sait pas qui c'est, et par le fait qu'on ne sait pas qui c'est, on se sent attaqué.
Un autre article, cette fois dans un cadre un petit peu plus différent, donc on est en 74. C'est assez rapidement, donc, malgré le fait que bah, voilà, la répression est de plus en plus importante et puis que les disparités entre ces jeunes et les autorités, du fait qu'on parle vraiment de personnes qui ont, pour les plus jeunes, entre 13-14 ans ou sinon à peu près 17-18 ans. Donc on est vraiment sur plutôt des pré-ados, adolescentes et adolescents. Il y a donc ce mouvement qui continue, comme vous l'avez vu avant, qui se précise avec des styles de plus en plus élaborés. Et donc, ça intéresse forcément le marché de l'art, hein, du fait que le marché de l'art est en quête d'authenticité et en quête aussi voilà, de nouvelles formes pour pouvoir apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux investissements aux personnes de la classe donc, élitiste du marché, aux collectionneurs et aux collectionneurs qui ont le pouvoir d'achat pour pouvoir donc, acheter des œuvres facilement. Et dans ce sens-là, il y en a un en particulier, donc un galeriste qui s'appelle Tony Shafrazi, qui est un galeriste réputé à New York, qui a décidé de faire une sorte de coup marketing, de se mettre directement en scène lui pour pouvoir en fait entamer ce qui sera vraiment la récupération du marché de l'art de la culture graffiti, à savoir littéralement vandaliser Guernica, donc la peinture célèbre de Picasso. Là, il a écrit donc sur la peinture Kill Lies All. Donc, c'est pas tellement le message qui est important parce que voilà, on ne sait pas vraiment s'il voulait marquer Kill All Lies, s'il y avait vraiment un message derrière à comprendre. Mais ce qui est plutôt le message en tant que tel, c'est du spray sur une peinture de la grande histoire de l'art, sur l'histoire de l'art canonique, et le fait de montrer ouvertement qu'il y a une rupture et en même temps une nouvelle forme de pratiques qui arrivent. Et dans ce sens-là, c'est assez compliqué de dire est-ce qu'on est sur une lecture classiste et aussi raciste de ce qu'elle a, du fait que là, on vient vandaliser une œuvre qui est perçue par la population, par le grand public comme étant un chef-d'œuvre, ou est-ce qu'on est dans vraiment un coup de com' qui fait qu'à fait, à partir du moment où on fait un acte radical, il y a une forme de subversivité qui arrive, une forme d'authenticité aussi dans le geste, et que donc, a priori, ça va créer donc un marché après. Donc ça, c'est des questions qui sont ouvertes. La même année, donc assez rapidement, donc il y a directement donc une réaction aussi de la part du reste de la presse, avec cette fois-ci donc le magazine Esquire. Et donc ce magazine a mandaté le photographe Jean-Paul Goude en 1974 pour mettre en scène un jeune en train de pratiquer donc du graffiti. Donc là, vous voyez directement qu'on est dans une satire qui caricature à dimension autant de classe que de racisme. Donc un jeune afro-descendant qui peint sur une toile avec un chevalet. Donc si on fait une analyse d'œuvre, on voit que déjà on change totalement les codes. Donc ça veut dire qu'on veut rapprocher une pratique qui justement a ses propres codes et qui veut justement s'émanciper de l'histoire de l'art canonique. Donc on la ramène à ça avec donc un chevalet et une toile, donc le fait d'avoir une toile sur châssis. Le garçon, en l'occurrence, est mis dans une position un peu de salle de classe, donc volontairement un peu des chaises qu'on pourrait trouver dans les salles d'art visuel, un peu recroquevillé, avec la langue remontée donc, sur sa lèvre, un peu en train de mimer, de caricaturer donc, le geste de la concentration. Il est quand même habillé avec les vêtements et les signes distinctifs de la culture hip-hop, donc avec donc, ce style vestimentaire qui en est aussi lié donc, dès le début, notamment aussi avec le breakdance. Donc on identifie quelqu'un, on lui donne des attributs qui ne sont pas les siens, et donc en fait de nouveau c'est une couverture en fait qui est autant là pour visibiliser tout en instrumentalisant avec donc aussi une réaction forte, c'est-à-dire que là on met en perspective aussi l'école, sous-entendu qu'il y a un problème de scolarisation, qu'il y a un problème de connaissance, alors qu'en fait pas mal de gens qui se sont directement donc intéressés aux premiers graffitis, donc Martha Cooper par exemple, qui est une photographe qui a dédié donc ses premiers travaux à la photographie de tous les métros new-yorkais, a pu voir en fait qu'il y avait beaucoup de références de l'histoire de l'art canonique dans les métros peints justement par ces jeunes. Du coup, c'est pas un manque d'éducation, au contraire, c'est des personnes qui savaient totalement ce qu'elles faisaient. Et donc là, voilà, c'est une perspective donc pour jouer de ça. Et après coup, donc là, on est dans les années 70, mais donc dans le tournant des années 2000, il y aura eu plusieurs plaintes et plusieurs procès autour de Jean-Paul Goude qui, durant les années 80 et même déjà avant, s'est donc réapproprié des codes et notamment avait produit donc des portraits racistes, notamment en lien avec la communauté afro-américaine.
On arrive donc maintenant à l'entrée donc des années 80 et là donc je vais vous parler après donc voilà ce contexte vraiment on va dire d'émulation qui est autour du graffiti entre voilà d'une certaine manière développement de la scène en tant que telle et répression de la réaction en fait de la société du grand public. Les années 80 commencent avec une exposition qui va pouvoir donc vraiment mettre en perspective finalement aussi ce qu'on voit maintenant aujourd'hui dans l'exposition qu'il y a donc au CAPC et à d'autres expositions qu'il y a eu notamment au Palais de Tokyo, avec donc des premiers liens entre deux scènes qui a priori ne se connaissaient pas, mais qui ont pu donc se mettre en perspective entre donc le nord et le sud de Manhattan par le biais de deux collectifs, Fashion Moda et Collab, pour Collaborative Project Inc., qui ont donc ensemble pensé et organisé une exposition à Times Square qui s'appelait le Times Square Show et qui a eu lieu durant donc l'été 80 pendant un mois 24 heures sur 24 dans un ancien salon de massage thaïlandais. Donc c'est un lieu voilà, qui est un salon de massage thaï, aussi un lieu pour travailleuses du sexe. Et c'est un lieu qui était, comme pas mal de lieux à Times Square à ce moment-là, délabré et abandonné. Et dans ce sens-là, avec déjà donc, dans les années 80 une gentrification importante qui était liée à la ville de Manhattan, qui jouait un peu entre deux courants, entre une crise sans précédent et une volonté voilà, de venir mettre on va dire, la merde sous le tapis pour dire les choses de manière un peu crue. Le collectif donc Collab, qui composait autant d'artistes liés à l'art contemporain qu'on appelait à ce moment-là l'art en train de se faire, et aussi de penseuses voilà, de la culture, etc. Ces personnes-là ont voulu, en fait, dans l'utilisation de bâtiments délabrés, combattre la gentrification pour proposer des activités pour les gens qui sont dans ces quartiers-là, qui vivent en fait dans ces quartiers-là, et notamment Times Square. C'était un lieu où il y avait beaucoup de personnes voilà, qui faisaient de la farce et attrape, il y avait beaucoup de bars, c'est vraiment un quartier nocturne et un quartier qui avait totalement un autre visage que celui d'aujourd'hui qui est très grand public, dans le sens que Times Square, c'est un lieu où tout pouvait changer d'une minute à l'autre, un quartier qu'on pourrait définir comme étant un quartier chaud. Et pour éviter justement que ce quartier soit utilisé par des entreprises donc privées, Collab, avec aussi d'autres projets, a décidé donc voilà d'utiliser ces bâtiments et de proposer donc des expositions et différentes activités, à savoir là dans le cadre de Times Square Show, on a une diversité de médiums et de propositions très, très variées, avec autant des projections, des performances, des lectures, des poèmes, etc. Et donc une exposition qui, avec Fashion Moda, qui est le premier espace d'art qui s'est localisé donc dans le Bronx, notamment, enfin plus précisément au sud du Bronx, qui avait voulu, avec donc deux personnes du quartier et un Autrichien qui, à la base avant était dans le sud de Manhattan, créer donc un lieu qui permettait aux communautés, aux personnes qui habitaient donc le quartier du Bronx, de pouvoir avoir un lieu de rencontre sous l'image donc de l'art et de la culture et puis de l'échange. Donc faire quelque chose de positif. Et donc ces deux lieux se sont alliés pour faire cette exposition. Et comme vous pouvez le voir, cette exposition, elle met vraiment en perspective plein de choses différentes. Donc il y avait plus de 150 artistes. Toute personne était amenée à pouvoir amener une œuvre, ou en tout cas pouvoir intervenir, comme on le voit sur différentes images, directement intervenir sur les murs. Donc il n'y a pas de liste en tant que telle qui a été en guillemets terminée sur tous les artistes. Mais donc il y a autant donc des personnes qui sont devenues anonymes après ou qui l'ont toujours été, mais qui ont pu justement pour là participer à cette exposition, mais aussi des personnes qui ont continué en fait donc leur carrière et puis qui ont développé donc une pratique artistique qui est connue aujourd'hui. Donc dans le milieu du graffiti, on a par exemple Lee Quiñones, Fab Five Freddy ou Lady Pink, et dans le milieu donc de l'art contemporain, autant des gens qui se sont inspirés donc de la rue, comme Jean-Michel Basquiat, dont vous voyez donc dans l'image en haut à gauche. La peinture qui est derrière, c'est la toute première peinture qui a été montrée dans une exposition publique de Jean-Michel Basquiat, donc en 80, avec aussi donc Nan Goldin, Kissa Ring, Jenny Holzer, Olivier Mosset, donc un artiste suisse qui était donc à ce moment-là à New York et qui est juste à côté en fait de Jean-Michel Basquiat, ce qui était assez intéressant pour lui parce que lui, à ce moment-là, il faut se dire que c'était une exposition où
les gens avaient principalement autour de 20-23 ans, et puis Olivier Massa avait déjà 40 ans, donc il avait une forme un peu de sorte d'autorité paternelle dans le cadre de ce show. Donc en discutant avec lui, il disait que ça l'avait bien amusé. Et Walter Robinson, Kenny Scharf, Kiki Smith et le chanteur Alan Vega du groupe Suicide. Et donc tout ce mélange-là, puis ça c'est une exposition donc, qui fera date, ça aura permis vraiment de faire pour la première fois dans un monde où l'art contemporain n'est pas encore institutionnalisé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore de grosses fondations, typiquement comme des fondations liées à des marques de luxe comme la fondation Louis Vuitton ou d'autres, où il n'y a pas encore donc, de fondations qui ont émergé, et c'est une des premières fois, voire la première fois où on a une exposition donc, qui n'est pas dans le cadre d'une biennale à grande échelle comme celle-ci, donc avec plus de 150 artistes. Cette exposition, ça va vraiment créer donc un boom, une énergie vraiment importante pour tout ce qui est donc le développement vraiment d'une scène dont Ramelzy a fait partie, donc une scène qui vient de manière très organique se mélanger entre art contemporain, entre graffiti writing, entre différentes pratiques artistiques émergentes et alternatives, offrir une réelle position, une réelle place à toute une scène artistique à New York qui n'est pas du tout représentative de la scène institutionnelle, muséale qui était présente jusque-là avec soit de l'abstraction géométrique ou d'autres types de peintures. Scène aussi qui est totalement émergente, donc qui n'est pas directement non plus liée à la factory d'Andy Warhol. Donc on est vraiment aussi sur des nouvelles personnes qui seront après liées, qui rencontreront d'autres scènes et feront leur propre chemin. Et cette énergie-là, elle a aussi permis pour la première fois à donc, des artistes de la scène graffiti de penser leur propre exposition, avec donc une exposition qui a eu lieu en 80 à Fashion Moda au sud du Bronx, qui s'appelle donc Graffiti Art Success for America, qui a été curatée par Crash, qui est un des acteurs de cette scène-là encore très important aujourd'hui. Et c'est une première exposition où on n'a vraiment pas encore, ce qui sera d'ailleurs critiqué par Ramelzy, une starification des acteurs et actrices de la scène du graffiti new-yorkais, à savoir que là, on a dans cette exposition-là autant des gens qui sont devenus très connus, autant des gens qui étaient déjà connus à cette époque-là, autant des gens totalement anonymes et des gens qui voulaient juste être là pour être là, mais qui n'avaient pas forcément envie de poursuivre. C'était aussi une exposition où il n'y avait pas forcément déjà uniquement du graffiti sur toile, c'était donc libre, à savoir de la fresque au papier, à la toile, etc. L'autre exposition qu'on voit à côté, ça c'est une exposition donc, qui pousse encore un petit peu plus donc, le curseur sur comment finalement ces artistes vont créer aussi leur propre scène et leur propre histoire, tout en étant en lien avec des artistes de cette scène de l'art contemporain naissante, avec donc Fab Five Freddy, sur lequel je vais revenir, qui a proposé donc une exposition avec, comme vous le voyez, une bonne vingtaine de noms, qui a eu lieu au Mud Club, qui est donc un club mythique de New York de ces années-là, où beaucoup de gens avaient l'habitude de se retrouver. Donc c'est dans ces moments-là typiquement où Jean-Michel Basquiat a pu rencontrer Andy Warhol. C'est dans ces moments-là où il y avait aussi la scène de la musique qui a rencontré la scène de l'art visuel, où on a tout d'un coup des clips qui viennent créer vraiment des liens entre les différentes scènes, avec notamment par exemple un clip de Blondie, où Blondie cite directement Five Freddy en disant voilà qu'une fois qu'elle l'a rencontré, ça lui a ouvert tout un truc, ça ouvre des passions et le graffiti devient quelque chose vraiment de tendance. Et cette tendance est quelque chose qu'il faudra justement garder en tête avec justement la suite de la présentation, du fait que c'est ça qui va vraiment mettre une forme un glissement qui va s'opérer un peu entre deux voies, et c'est un peu ces deux voies qui seront jamais totalement résolues. Donc là, pour cette exposition-là, vous avez des noms que j'ai déjà cités avant, comme Kenny Scharf, comme Lady Pink. Il y a aussi Futura 2000, qui est donc un artiste qui a été invité à plusieurs reprises au Palais de Tokyo et qui donc était aussi un proche de Ramelzy, Martha Cooper, Quick Face 2, etc. Donc, toutes ces personnes-là qui, ensemble, donc, ont proposé une exposition à dimension alternative et aussi dans des lieux, comme je l'ai dit avant, qui ne sont pas des lieux qui sont socialement perçus comme étant des lieux d'exposition. On sort donc vraiment de l'autorité institutionnelle. Est-ce que vous voulez aussi collab et Fashion Moda, mais vraiment collab, donc eux, on continue vraiment des projets dans ce sens-là. C'était aussi à ce moment-là venir autant déconstruire l'autorité muséale, mais aussi de déconstruire l'autorité curatoriale. Parce que donc, à partir donc, de la fin des années 60, il y a la figure de la curatrice et du curateur, du commissaire d'exposition qui a réellement émergé avec certaines figures fortes. Là, non son chauvinisme local, mais Harald Zeman, donc, qui était suisse et directeur donc, de la Kunsthalle de Berne, a mis certains
certains mots sur une pratique en pleine émergence. Et dans ce sens-là, il y a directement eu aussi un lien entre le ou la commissaire d'exposition et puis une forme de chef d'orchestre qui, bien sûr, dans un cadre qui n'est pas adapté avec les artistes, fait finalement fi de leurs besoins en tant que tels pour aller sur des besoins qui vont plus sur une œuvre, une sorte de chef-d'œuvre curatorial, plus que vraiment sur la pratique des artistes et le même. Et dans ce sens-là, Collab a voulu aussi reprendre d'une certaine manière le pouvoir sur le récit, avec différentes personnes qui ont voulu s'extraire un peu, s'émanciper de cette figure tutélaire du commissaire d'exposition pour proposer leur propre exposition. C'est volontairement chaotique parce que c'est ça qui est voulu, c'est volontairement pas géré parce que c'est ça qui est voulu, et c'est volontairement aussi pour l'époque décoloniale, queer, et avec des valeurs qui sont totalement dans une volonté de déconstruire tout ce que l'institution muséale et le White Cube, donc le fait d'exposer dans des murs blancs, a mis en perspective, notamment dans des questions aussi patriarcales et aussi de racisme systémique dans le cadre du milieu artistique. On arrive donc entre à l'aube 80-80, donc exactement dans la même temporalité que les deux expositions que je vous ai montrées avant. La première exposition dans un lieu qui est donc socialement perçu comme étant donc un lieu d'exposition, qui est un tout nouveau lieu qui s'appelle le New Museum, qui est maintenant devenu une institution mythique de New York, qui a ouvert donc en 79 et qui rapidement, parce que donc avec des contacts très privilégiés, notamment avec Collab et aussi d'autres collectifs après comme Groupe Matériel, ont voulu justement continuer cette réflexion dans un cadre muséal de la déstructuration, déconstruction de cette autorité curatoriale. Et dans ce sens-là, il y a un programme qui s'appelait Events avec comme sous-titre Artist Invite Artist, où donc la première personne ou le premier collectif qui est invité, après peut inviter, selon son choix, le prochain collectif. Donc ça donne des expositions qui sont totalement gérées par les artistes et eux-mêmes, par les collectifs. Et là, c'était donc le tour de Fashion Moda, donc cet espace du sud du Bronx, avec donc ici un très bel exemple des relations entre graffiti et art contemporain, du fait que vous avez autant, donc là une toile de Futura 2000 qu'on voit donc sur le mur principal au fond, que d'autres pièces d'artistes contemporains, comme par exemple John Ahern qu'on voit sur le mur droit, donc la sculpture qui est accrochée. 81, c'est une année aussi importante parce que c'est donc le moment où on va arriver un peu au premier point de rupture avec le graffiti. Donc là, on est d'une certaine manière avec donc cette première version de ce qui est donc le graffiti writing au sens au sens vraiment donc premier du terme, avec donc une exposition qui est un peu célèbre, on va dire l'apothéose de cette première partie, qui est New York New Wave, qui a été curatée par Pedro Cortés. Et donc ce qu'il a fait, donc c'est quelqu'un qui navigue là dans les lieux qui sont fréquentés par Andy Warhol. C'est quelqu'un qui est plutôt du sud de Manhattan et qui est plutôt dans cette société artistique-là, donc plutôt une société artistique qui est déjà liée au marché de l'art, qui est déjà liée, on va dire, à une forte tendance d'un art contemporain qui prend de l'ampleur et qui est aussi connu en Europe. Et Diego Cortés, en fait, par l'intermédiaire de Five Five Freddy, va faire la connaissance donc, de toute la scène du Bronx et notamment va pouvoir mettre des visages sur des noms. Parce qu'il faut se dire que voilà, dans cette idée-là, on voit surtout les graffitis dans la rue. Si on ne va pas voir les expositions des groupes donc, alternatifs et qu'on n'est pas forcément au courant de ça, parce que étant donné que c'est dans des lieux qui ne sont pas forcément très visibles ou pas forcément tout le temps ouverts au public, à partir de ce moment-là, il faut connaître un petit peu des personnes. Et Five Five Freddy a vraiment fait donc ce travail d'intermédiaire entre ces scènes. Et Diego Cortés donc a ouvert donc le 5 février 81 l'exposition New York New Wave, qui met vraiment, l'objectif de cette exposition, c'est vraiment célébrer la vivacité, l'authenticité, le côté hautement artistique et vivant de la scène new-yorkaise du début des années 80 et donc des années 70. Avec ici donc un type d'accrochage à différents niveaux où vous pouvez voir donc autant des toiles que des photographies, que des œuvres sur papier. Enfin vraiment le but c'est d'une certaine manière d'en prendre plein la vue avec une exposition qui a déjà un titre qui va faire date et qui est une exposition qui reste une exposition très importante, voire même mythique pour la suite de l'histoire de l'art occidental et new-yorkais. Donc on arrive donc en 83 et 83 donc c'est vraiment le moment de rupture qui, selon moi, et aussi ce que j'ai pu lire dans le cadre de différents textes et aussi de ce qu'ont pu dire différents artistes, dont Ramelzi,
un moment en fait où finalement l'année 83 c'est autant le moment où le graffiti sur toile va vraiment devenir monnaie courante, donc le moment où il y aura de plus en plus d'expositions en galerie, donc avec une pratique qui sera donc directement liée à un marché et qui sera vendable. C'est aussi 83 l'année où la MTA, donc la société de métro new-yorkais, a annoncé publiquement avoir remporté la guerre face au graffiti. Donc le fait d'avoir donné tellement d'amendes et tellement de peines à donc, ces différentes personnes, donc les différentes graffeuses et graffeurs, que justement a priori elles ne reviendront plus donc sur le chemin du métro. Ce qui est bien sûr faux par la suite, mais en tout cas ce qui a été donc annoncé en 83. Et en 83, donc c'est aussi le moment où on aura donc un nouveau terme qui va se mettre en perspective, terme que Ramelzi va pas mal décrier, qui est le terme du post-graffiti, qui a été théorisé et mis en perspective par Dolores Neumann, qui est donc une collectionneuse qui a curaté l'exposition Graffiti Post-Graffiti en 83 à la Sydney Genis Gallery. Et donc le post-graffiti, ce serait donc le fait qu'on n'est plus dans le graffiti writing au sens premier du terme, on arrive dans un nouveau moment, à savoir ce nouveau moment, c'est le moment du graffiti sur toile qui serait donc ce post-graffiti. Donc on n'est plus dans le graffiti en tant que tel, mais on est sur une nouvelle ère, un nouveau moment. Et ce nouveau moment pour Ramelzi, c'est vraiment un moment de rupture du fait que le graffiti n'est plus tellement lié à lui-même, à ses actrices et à sa scène et à ses valeurs, donc au sens aussi hip-hop du terme, mais que le graffiti va commencer à s'intéresser à des prérogatives et à des intentions qui sont externes à sa propre activité. Et dans ce sens-là, ce qu'il veut dire par rapport à ça, c'est notamment des intérêts liés au marché, mais c'est aussi des personnes qui sont externes de cette scène-là, qui vont commencer à se réapproprier cette culture-là. Et on va voir de plus en plus d'exemples justement d'appropriation culturelle, qu'elle permette autant une visibilisation, mais aussi une instrumentalisation de la pratique. Et là, donc, on voit Ramelzi et Five Freddy qui discutent ensemble donc au vernissage de l'exposition Graffiti Post-Graffiti. Et c'est un film que vous pouvez donc trouver en ligne, qui a été tourné par Paul Chinkel, qui met en perspective donc différentes thématiques sur l'art contemporain, mais aussi donc dans ce numéro-là, sur ce vernissage-là, le graffiti en tant que tel, et aussi le premier symposium qui aura lieu à ce même moment, cette même année, sur vraiment qu'est-ce que c'est le graffiti writing, où on en est, qui sont les actrices, comment on comprend ça, est-ce que ça coûte cher, etc. Donc voilà, toutes ces questions-là qui amorcent aussi le premier moment finalement d'historicisation, et ce symposium qui s'est terminé à la fin par une fresque collective. Vous pouvez voir notamment Keith Haring, mais aussi donc Crash, Days, etc., en train de peindre sur un mur qui d'ailleurs sera un mur qui pourrait être découpé pour être vendu en panneaux par la suite. 83, donc c'est aussi le moment où il y a une exposition assez particulière qui est l'exposition Graffiti Thanks a Lot, qui est la première exposition de cette taille, et donc avec autant en termes du nombre d'œuvres dédiées donc à ce qui a été théorisé comme étant du post-graffiti, qui a eu lieu donc à la Fun Gallery. Et donc la Fun Gallery, c'est une des premières galeries à New York qui s'est vraiment dédiée totalement donc au graffiti et à la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui le street art. Donc le street art, donc juste pour faire une parenthèse, c'est un mot qui est vraiment beaucoup utilisé aujourd'hui, qui ne fait pas référence donc au graffiti writing new-yorkais, mais qui est plutôt un mot qui a permis, autant au moment de la reconnaissance du marché, de mettre un mot sur un mot assez abstrait qui est le mot graffiti. Donc street art, c'est mieux en termes de maison de vente pour comprendre de quoi on parle. Mais street art, c'est aussi un mot qui a vraiment été démocratisé, de plus en plus utilisé à partir de l'émergence des réseaux sociaux, du fait que c'est vraiment à partir du milieu des années, à partir de 2010, en tout cas pour moi, qu'on parle vraiment de street art en tant que tel, et puis qu'on fait cette confusion assez régulière entre le graffiti writing, post-graffiti, street art. Mais le street art en tant que tel, c'est vraiment le moment où on va sortir donc du pseudo, du blaze en tant que tel, pour aller sur des messages qui sont, entre guillemets, plus universels, ou en tout cas directement compréhensibles par le grand public et les personnes qui sont non initiées donc, à cette scène-là. Et donc la Fun Gallery, donc ça a été une galerie qui a été dirigée par Patti Astor, donc qui est une galeriste et actrice culturelle new-yorkaise,
Et cette femme, en fait, a ouvert sa galerie parce qu'elle a rencontré Five Five Freddy, donc, comme pas mal de gens. Et Five Five Freddy, il a vraiment fait ce lien entre donc, ces scènes, comme j'ai dit avant, mais c'est surtout, en fait, aussi, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que ce sera une des seules personnes, voire en tout cas la seule à ce moment-là, qui est une personne de cette scène-là, qui est une personne noire et qui met en perspective des valeurs positives sur le hip-hop. Et dans ce sens-là, il y a vraiment, vraiment ce moment voilà, de traduction, de transition entre cette scène donc racisée du graffiti avec donc le marché de l'art et puis une scène davantage, voire exclusivement blanche à ce moment-là, de collectionneuses et de collectionneurs donc, qui vont s'intéresser à cette pratique. Et dans ce sens-là, ça met en perspective aussi quelque chose d'autre, c'est que les premières personnes, donc dans le cadre de la société de high culture, donc des gens qui viennent de cette élite artistique, ce sont principalement donc des femmes blanches qui se sont donc intéressées à la question de la visibilisation du graffiti. Et donc, on a autant la photographe Martha Cooper, donc, qui a pris en photo tous ces métros, mais on a aussi Patty Astor, et puis on en parlera après. Il y a aussi donc Agnès B à Paris, donc, qui mettra beaucoup d'intérêt donc, à exposer donc, d'abord des artistes états-uniens, puis des artistes français, notamment parisiens. Et c'est justement là où il y a justement des questions dont on pourra davantage parler dans la deuxième conférence, qui sont des problématiques à dimension politique, du fait que le fait de visibiliser finalement le graffiti, on pourrait se dire que c'est visibiliser du coup la pratique de personnes racisées, de personnes donc, qui sont justement volontairement en périphérie du centre, car le centre représente donc l'histoire de l'art canonique. Mais en même temps, le fait de visibiliser cela, c'est aussi une représentation finalement de la tendance du marché. Ça ne va pas avoir de réel lien sur les luttes pour des questions justement de discrimination raciale. À savoir que justement, à partir de ce voile finalement qui est le marché de l'art, les réelles questions justement d'inclusion, de décolonisation seront finalement un peu factices et finalement c'est une forme de coup d'épée dans l'eau du fait que là on va vraiment parler plutôt de questions liées au marché, même si c'est quand même de la visibilisation et ça a permis à des artistes aussi de vivre. Euh, Donc maintenant, je vais vous parler de la transition donc vers l'Europe. Donc ça, c'est qui s'opère donc au milieu des années 80 avec donc deux choses principales dont on a déjà un petit peu évoqué avant, donc à savoir le livre de Martha Cooper qui met en perspective donc tous les graffitis qui ont été faits sur les métros à New York durant les années 70, début des années 80. Et le film Style Wars, qui est le premier documentaire sur des jeunes, des adolescentes et adolescents qui pratiquent donc le graffiti et qui met en fait c'est une sorte d'étude où on voit autant le point de vue des artistes, des intéressés en tant que tels et autant le point de vue des autorités avec à la fin une exposition pour justement parler justement du futur. Est-ce que maintenant le graffiti devient quelque chose qui est exposé et qui perd en guillemets son authenticité liée à son contexte de rue, son contexte urbain, ou est-ce que finalement voilà, c'est l'ouverture d'une nouvelle branche et puis qu'en fait finalement la scène va se développer en plein de voies différentes. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important à mettre justement à souligner dans ce cas-là, c'est que ça va permettre justement à des gens en Europe qui n'avaient pas eu la possibilité de visiter, enfin ou en tout cas d'aller à Manhattan ou aux États-Unis à ce moment-là, faute de moyens ou de possibilités diverses et variées, de pouvoir en fait connaître beaucoup plus rapidement et facilement cette culture donc, qui vient donc des États-Unis. Donc le film sera facilement envoyé, échangé, le livre permettra voilà, de connaître en fait tous ces styles et aussi ça permettra à des personnes comme en la présence là, de Francesca Alinovi de pouvoir vraiment aussi légitimer les premières expositions institutionnelles, muséales en Europe sur la scène du graffiti new-yorkais et mettre aussi en perspective le début d'une histoire du graffiti local, à savoir ici à Rome ou après dans d'autres villes, comme je vous ai parlé de Lausanne, etc. Toutes les villes en Europe ont commencé à peu près leur histoire du graffiti au même moment, à savoir donc fin des années 70, début des années 80. Et Francesca Alinovi est une curatrice aussi très importante pour cette scène-là, du fait que c'est aussi une des premières femmes qui, en Italie, s'est intéressée vraiment à pouvoir
mettre en lien des pratiques artistiques qui viennent de milieux populaires, qui ne sont pas liés. Donc, bah voilà, comme on le sait à Rome, il y a toute cette tradition de l'art antique, de l'art classique. Donc, vraiment là, en les murs de la cité, pouvoir aussi montrer quelque chose qui sort vraiment de ce carcan-là. Donc, vraiment ouvrir aussi une perspective contemporaine à ce récit artistique. Et Francesca Alinovi a malheureusement été assassinée par son compagnon juste avant le vernissage de l'exposition. Donc, ça restera aussi malheureusement par ce féminicide, bah, une curatrice donc mythique pour l'histoire en fait de l'arrivée en fait du graffiti en Europe. Et si c'est une personne qui vous intéresse, il y a eu un livre qui est sorti récemment sur elle, à savoir l'année passée, sur tous ses projets en cours et aussi les projets déjà effectués. Rapidement, donc là en 84, on a une image de Art Basel, donc la foire en Suisse, où il y a eu donc une fresque qui a été réalisée en live au vernissage de la foire par A1 Desecrash. Donc ces trois graffeurs donc new-yorkais qui ont été invités par la foire pour bah, voilà, montrer en fait directement ce style justement d'art états-unien, cette énergie et justement cette volonté voilà, de casser les codes du fait que la première présence d'artistes new-yorkais en foire date de 82 avec la Documenta 7 de Castle et ensuite donc il y a eu cette apparition à Art Basel. Donc là de nouveau on est dans ce registre finalement. C'est une performance dans le cadre d'un vernissage. Pourquoi ça doit être une performance? Pourquoi ça peut pas juste être finalement exposé dans un stand? Différentes questions peuvent se poser par rapport à ce que j'ai présenté précédemment. Mais en tout cas, ce qui est le cas, c'est que ça a permis de démarrer aussi une histoire du graffiti new-yorkais avec la Suisse allemande et aussi donc la Suisse romande par le prisme donc de la foire. Ce qui nous amène à une autre foire qui a eu lieu à Zurich la même année, où là vous êtes face à un document qui a été directement été annoté par Face2, donc Face2 donc un autre graffeur important qui selon les personnes donc de cette scène a été l'inventeur du wild style new-yorkais, ou en tout cas une des figures les plus importantes. Et dans ce sens-là, donc Face2 ici a été invité par la galerie Ziegler à Zurich en 84 pour faire une exposition. Et dans le cadre de cette exposition, il s'est lié d'amitié avec un jeune zurichois qui était donc adolescent à ce moment-là. Et puis ce jeune en fait était assez curieux de la scène justement du graffiti new-yorkais. C'était un peu donc en 84 à Zurich, en comparaison à la Suisse romande, la pratique du graffiti était déjà bien établie, donc c'était un événement que Face2 soit là à Zurich. Et donc en fait Face2 a pris donc ce jeune sous son aile, si on peut dire ça. Il lui a donné un nom, l'a baptisé Fresh. Et durant tout le moment de préparation de l'exposition, etc., il a donc passé du temps avec Fresh, lui a donc défini aussi un lettrage, donc une manière d'écrire son nom, pour qu'il puisse continuer, lui, à graffer après dans les rues de Zurich une fois qu'il serait parti. Et donc là, Festus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marqué en fait sur ce plan de cette foire qui n'existe plus aujourd'hui, les deux galeries de New York, enfin une de New York et une d'Amsterdam, où il y avait donc ses amis. Et donc là, on peut notamment lire Zephyr, Sin et Ramelzi, qui avaient donc été présentés dans cette galerie Amsterdam, qui a été si je ne me trompe pas, donc la première galerie en Europe de Ramelzi, qui lui a permis justement voilà, de faire différentes expositions et aussi de développer un réseau outre-Atlantique. Ce même donc Ramelzi qui lui sera invité en 85 à la galerie Ziegler donc à Zurich, avec ici des photos qui ont été prises par Fresh, donc d'où le fait que voilà, on est sur des photos amateurs. Il y a peut-être donc des œuvres sur le parti de droite que vous reconnaissez de l'exposition donc ici à Bordeaux, ou de l'exposition à Paris. Bien sûr, il faut faire attention aux couleurs du fait que les photos donc sont un peu passées. Mais ce que vous voyez aussi et surtout, c'est Ramelzi qui performe donc au moment du vernissage de l'exposition, avec ici donc une pièce qui s'appelle Cosmic Train, qui donc a été une pièce sonore où Ramelzi a commencé, et ça c'était un film qui est peut-être aussi présenté ici à Bordeaux. Je n'ai pas encore pu le voir, mais en tout cas qui était présenté à Paris et qu'on a aussi présenté donc au Calme, qui est un film de Rolf Haber qui a filmé en fait Ramelzi pendant la préparation de l'exposition à Zurich, et qui avait également filmé le vernissage. Et on voit en fait
le moment où Ramalji commence vraiment ses expérimentations sonores, que ce soit autant avec la voix qu'avec donc le matériel acoustique qu'il avait. Et donc ces images sont des images voilà, d'archives de Fresh directement qu'il a donc soigneusement conservées jusqu'à aujourd'hui et qui avaient été prêtées donc, par la galerie Ziegler au Calme pour cette exposition que nous avions organisée avec Oriane en Suisse l'année passée. Les débuts des années 90, c'est vraiment le début. Donc là, si on parle de cycle, on pouvait justement parler d'un premier cycle qui est finalement fin des années 60 au début des années 80 avec vraiment le graffiti writing new-yorkais. Le début des années 80, c'est le moment où le graffiti new-yorkais arrive en Europe. Et les années 90, c'est finalement le moment où les artistes, curateuristes d'exposition, communautés artistiques et personnes liées donc à cet art, donc non pas en train de se faire, mais déjà développé, c'est le moment en fait où ces personnes-là vont s'émanciper donc de la grammaire new-yorkaise pour définir leur propre style. Et c'est là où on va avoir émergé donc vraiment le style parisien, le style marseillais, le style lausannois, le style, etc. Donc dans ce sens-là, une exposition qui fait date, c'est justement cette exposition à la galerie Agnès B, donc que j'ai donc évoquée avant, qui s'appelait donc Les Peintres de la Ville, avec donc J1 aussi déjà évoqué, Ski, H2, John One, qui donc eux en tant que crew, donc avec donc aussi les premiers crews parisiens, dont le BBC, donc le Bad Boys Crew, ont voilà, mis en perspective vraiment ce que c'est donc une nouvelle forme de graffiti avec des nouveaux codes, aussi des nouvelles instances, et à savoir c'est un peu la même chose qu'on peut observer dans le cadre du rap, c'est-à-dire que voilà, vous avez le rap aux États-Unis, le rap des différentes parties des États-Unis, le rap des différentes villes, et en même temps, après il y a le rap francophone qui arrive, le rap italien, etc., avec différents styles, avec différents premiers groupes importants, et là donc on est vraiment dans ce moment-là avec donc l'ouverture des années 90, qui continue avec la première exposition à Paris qui célèbre donc cette rencontre entre artistes ici, donc graffiti art, artistes américains et français au Musée national des monuments français en 92, pardon. Et donc là, comme vous pouvez le voir, et ça on reviendra aussi là-dessus dans le cadre de la deuxième conférence, c'est vraiment la manière donc de montrer, d'exposer et de visibiliser cet art, ce graffiti et cette liaison, ce lien entre donc ces deux scènes avec là une exposition qu'on pourrait dire à dimension immersive vu qu'on a l'air de représenter un peu à l'échelle des bouches de métro ou en tout cas des lieux dédiés et des lieux qu'on peut aisément relier aux zones urbaines. Ce qui nous amène donc à la fin de la conférence et donc à une ouverture donc là sur l'ouverture du MAMCO, donc le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, qui en 1994 a ouvert donc l'un des premiers lieux dédiés à l'art contemporain, l'une des premières institutions en Suisse dédiées à l'art contemporain, avec son premier directeur, Christian Bernard, qui a fait partie avec d'autres personnalités genevoises qui étaient très en lien avec New York à ce moment-là, dont l'artiste John Armleder ou encore Rainer Michael Mason, l'historien de l'art, ou Catherine Kellos, donc la théoricienne. Ces personnes-là ont pensé dans les années 70 la volonté de pouvoir avoir à Genève un lieu dédié donc à l'art contemporain, ce qu'on appelait donc l'art en train de se faire, et ont créé, donc notamment sous l'impulsion de Rainer Michael Mason, l'AMAM, donc l'association pour un musée d'art moderne, comme elle s'appelait à ce moment-là. Et donc cette association a commencé à acquérir des œuvres, à faire différentes expositions, à inviter des gens par exemple comme Andy Warhol en 76 à Genève, ou encore dans le cas de John Armleder, de faire aussi une exposition qui est directement une citation de The Times Square Show, qu'il appellera The Deux Gommes Show. Deux Gommes, c'est muguet à l'envers, il faut le lire à l'envers, qui est une exposition un peu humoristique, mais en tout cas qui permettra de vraiment faire un lien entre la scène genevoise et Collab, Fashion Moda et des artistes de la scène graffiti, dont de nouveau Five Freddy. Et ce que Christian Bernard a permis de faire, c'est déjà donc la concrétisation d'utiliser une ancienne usine pour ouvrir le MAMCO. Et aussi, dans le cadre de ses réflexions sur l'art contemporain, il a voulu, à travers les différents étages du musée, dédier en fait ces espaces aux lieux d'émergence de l'art. Donc les lieux d'émergence de l'art, il y a par exemple
la retranscription à l'échelle d'un appartement de collectionneur. Il y a une salle d'exposition, on va dire plus au sens classique, il y a un lieu qui fait plutôt penser à un jardin, et dans ce sens-là, il y a aussi l'espace qui est dédié à la rue. Et donc la rue qui a été définie par Christian Bernard et par beaucoup de gens comme étant un lieu justement d'émergence de l'art. Donc c'est le lieu donc, que vous pouvez voir là, avec donc ici des pièces qui ont été prêtées tant par des collectionneuses et collectionneurs privés, donc à savoir Keith Haring et Basquiat, vous pouvez voir sur la gauche, mais aussi ici donc John Ahern qu'on retrouve, qui avait été donc présenté autant au New Museum en 80 que dans le cadre du Times Square Show, etc. Donc en fait cette énergie, finalement ce lien entre Genève et New York, c'est aussi caractérisé, donc même si là on est quasiment donc 25 ans après le début, enfin même 25 ans pile après le début de l'émergence du graffiti writing, ben voilà, on a ces citations-là, des pièces aussi qui sont dans la collection du MAMCO, c'est des artistes comme Gordon Mataclavk qui se sont intéressés justement à travailler en collaboration avec des artistes issus du graffiti sur des pièces à dimension photographique rehaussées ensuite de graffiti. Et donc, pour conclure cette présentation, donc petit moment de présentation donc du livre en tant que tel. Donc comme l'a dit très justement Cédric au début, donc dans le cadre de son introduction, c'est un livre donc qui retrace les lignes fortes en fait de ce que je vous ai présenté donc aujourd'hui. Il y a 3 textes. Il y a le mien qui s'intitule Traces de résistance, histoire du graffiti en Suisse romande 82 000. Il y a un texte de Michel Thévaux. Donc Michel Thévaux, c'est le premier directeur de la collection de l'art brut à Lausanne qui a ouvert ce lieu après avoir rencontré Jean Dubuffet. Et donc Jean Dubuffet avait la volonté, dans le cadre de sa conceptualisation de l'art brut, d'ouvrir un lieu dédié à Lausanne, qui était une ville qu'il avait adorée. Et il avait demandé donc à Michel Thévaux d'ouvrir ce lieu-là. Et donc, qui dit art brut dit voilà, aller au-delà des sentiers battus de l'art au sens, on va dire, classique ou classiste du terme. Et dans ce sens-là, Michel Thévaux s'est toujours intéressé au graffiti et c'est lui qui avait écrit la première préface d'un livre dédié au graffiti lausannois en 84, et d'une certaine manière c'est pour fêter les 40 ans de son implication en fait avec donc le graffiti, en tout cas en Suisse. Et Katia Forter, donc, qui est journaliste, a rejoint le projet et propose donc la toute première interview de Senna, qui est l'un des premiers acteurs de la scène suisse romande, de la scène renanaise plus précisément, à avoir une renommée internationale par le biais du graffiti, mais aussi par le biais du rap, du fait qu'il a accompagné le groupe Sens Unique, que vous pouvez notamment, dont plusieurs sons sont dans le film La Haine, qui était donc un groupe qui avait donc des liens assez forts avec la scène marseillaise et IAM. Et donc pour moi c'est fini. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers, soit maintenant, soit de manière plus informelle. Et merci pour votre attention. Merci,